Il y a des transformations qui n'arrivent pas avec fracas. Pas d'annonce, pas de déclaration solennelle, juste un matin où tu te réveilles et quelque chose en toi a bougé. Tu ne sais pas exactement quand ça a commencé, mais tu sens que tu ne peux plus continuer comme avant. Pendant des années, tu as couru. Tu as couru pour être à la hauteur, pour ne pas décevoir, pour correspondre à l'image que les autres avaient de toi. Chaque journée ressemblait à un marathon silencieux où tu te dépêchais de répondre aux messages, de dire oui aux demandes, de sourire même quand tu te sentais vide. Tu pensais que c'était ça, être quelqu'un de bien. Être présent pour tout le monde, tout le temps, peu importe le prix. Mais il arrive un point de rupture. Pas spectaculaire, non. C'est plutôt comme une goutte d'eau de trop. Tu es là, au milieu de ta vie, et tu réalises que tu ne te souviens plus de la dernière fois où tu as vraiment fait quelque chose pour toi. Pas pour impressionner quelqu'un. Pas pour mériter l'affection de quelqu'un. Juste pour toi. Simplement parce que ça te faisait du bien. Ce moment-là, personne ne le voit de l'extérieur. Tu continues à fonctionner normalement. Tu réponds toujours aux sollicitations, tu maintiens tes obligations. Mais quelque chose en toi commence à poser des questions. Des questions que tu avais étouffées pendant longtemps. Est-ce que tout cela me rend vraiment heureux? Est-ce que je compte dans ma propre vie? Ces questions sont inconfortables. Elles remettent en cause une façon de vivre que tu as construite pendant des années. Tu as appris à mesurer ta valeur à travers le regard des autres, à travers leur satisfaction, leur approbation. Et maintenant, une petite voix intérieure te murmure que peut-être, juste peut-être, tu mérites mieux que cette existence où tu es toujours en train de courir derrière la validation extérieure. Le basculement commence là, dans ce silence intérieur. Tu ne changes pas du jour au lendemain. Tu ne claques pas les portes. Tu ne fais pas de grandes annonces. Mais tu commences à observer différemment. Tu remarques combien de fois tu dis oui alors que tout en toi crie non. Tu prends conscience du nombre de conversations où tu retiens ce que tu penses vraiment pour ne pas créer de vagues. Tu vois à quel point tu t'es habitué à te mettre en dernier, comme si c'était la seule façon d'exister dans la vie des autres. Cette prise de conscience n'est pas agréable. Elle vient avec son lot de réalisations douloureuses. Tu comprends que certaines personnes dans ta vie ne sont là que parce que tu es pratique, fiable, toujours disponible. Tu vois que des relations que tu pensais solides reposaient en réalité sur ton abnégation constante. Et tu te demandes, qui serais-je si j'arrêtais de me plier en quatre? C'est une question terrifiante parce qu'elle touche à quelque chose de profond. Pendant longtemps, tu as confondu l'amour avec le sacrifice. Tu pensais que plus tu te sacrifiais, plus tu prouvais que tu méritais d'être aimé. Mais maintenant, tu commences à entrevoir une autre vérité. Peut-être que l'amour véritable ne demande pas qu'on s'oublie. Peut-être qu'on peut être présent pour les autres sans disparaître de sa propre vie. Ce basculement, c'est aussi le début d'une forme de courage. Pas le courage bruyant des grands gestes, mais le courage discret de commencer à se respecter. C'est oser dire « j'ai besoin de temps pour moi » sans te sentir coupable. C'est reconnaître que ton énergie n'est pas inépuisable. C'est accepter que tu as le droit d'avoir des besoins, des envies, des limites. Tu ne deviens pas égoïste. Tu deviens simplement quelqu'un qui se considère avec autant d'importance que les autres. Quelqu'un qui comprend que pour donner de façon saine, il faut d'abord avoir quelque chose à donner. Et que pour avoir quelque chose à donner, il faut se remplir soi-même. Ce moment où tu te choisis enfin, c'est le début d'un long voyage. Un voyage vers toi-même, vers une vie où tu n'es plus un spectateur de ta propre existence, mais un acteur pleinement présent. Regarde ton téléphone. Combien de notifications non lues? Combien de conversations où tu as répondu en moins de 2 minutes, même quand tu étais en plein milieu de quelque chose d'important pour toi? Combien de fois as-tu interrompu ton repos, ton travail, ton moment de calme parce que quelqu'un avait besoin de toi? La disponibilité? Ce mot sonne bien, n'est-ce pas? Être disponible, c'est être généreux, attentionné,
fiable. C'est ce qu'on admire chez quelqu'un. Sauf que personne ne parle du revers de la médaille. Personne ne mentionne ce qui se passe quand être disponible devient ta seule façon d'exister aux yeux des autres. Tu es devenu cette personne. Celle qu'on appelle quand ça ne va pas. Celle sur qui on compte pour arranger les situations compliquées. Celle qui écoute pendant des heures s'ils battent les problèmes des autres, mais qui ne trouve jamais le bon moment pour parler des siens. Et tu as accepté ce rôle parce que, quelque part, ça te donnait l'impression d'être utile, nécessaire, important. Mais voilà le piège. Quand tu es toujours disponible, les gens oublient que tu as une vie. Ils oublient que derrière cette présence constante, il y a un être humain qui fatigue, qui doute, qui a parfois juste besoin qu'on le laisse tranquille. Tu deviens une ressource plutôt qu'une personne. Un bouée de sauvetage émotionnel qu'on attrape quand on coule, mais qu'on lâche dès que l'eau redevient calme. Le plus troublant, c'est que tu as contribué à créer cette dynamique. Chaque fois que tu as mis tes plans de côté pour répondre à un besoin qui n'était pas urgent. Chaque fois que tu as dit « pas de problème » alors que c'était un problème. Chaque fois que tu as fait passer les envies des autres avant les tiennes, tu as envoyé un message silencieux « Je suis corvéable à merci. Ma vie peut attendre. » Et les gens, même ceux qui t'aiment sincèrement, se sont habitués à ce message. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais ou qu'ils profitent consciemment de toi. C'est juste que tu leur as appris que tu serais toujours là, quoi qu'il arrive, peu importe le contexte. Tu as normalisé ton effacement. Pense aux derniers mois. Combien de soirées as-tu passé à écouter quelqu'un te raconter sa journée difficile alors que la tienne était tout aussi éprouvante? Combien de projets personnels as-tu repoussés parce que quelqu'un avait vraiment besoin de toi? Combien de fois as-tu ressenti ce pincement au cœur quand tu réalisais que ta présence était prise pour acquise? Cette disponibilité excessive a un coût que tu payes dans ton corps d'abord. Cette fatigue qui ne part jamais vraiment, même après une nuit de sommeil. Cette tension dans les épaules qui devient chronique. Ces maux de tête qui surviennent de plus en plus souvent. Ton corps te parle, il te dit que tu en fais trop, mais tu as appris à ignorer ces signaux. Le coup est aussi émotionnel. Tu commences à ressentir du ressentiment. Pas tout le temps, pas envers tout le monde, mais par moments, tu sens monter une frustration sourde. Pourquoi personne ne te demande comment tu vas vraiment? Pourquoi est-ce toujours à sens unique? Et immédiatement après cette pensée, la culpabilité arrive. Je suis égoïste de penser ça. Ils ont besoin de moi. Non, tu n'es pas égoïste. Tu es épuisé. Il y a une différence fondamentale entre donner de ton plein gré et donner par obligation, par peur de décevoir, par crainte d'être abandonné si tu n'es plus utile. La vraie générosité vient d'un espace de plénitude, pas d'un espace de vide qu'on essaie de combler en se rendant indispensable. Être arrangeant, c'est accepter un compromis de temps en temps. Être excessivement disponible, c'est vivre dans un état permanent de compromis où tu es toujours celui qui plie, qui s'adapte, qui renonce. Et au fil du temps, tu te retrouves dans une vie qui ne te ressemble plus vraiment, une vie façonnée par les besoins des autres plutôt que par tes propres désirs. La vérité difficile à accepter, c'est que cette hypervigilance aux besoins d'autrui cache souvent une peur. La peur de ne pas être assez. La peur que si tu n'es pas là à chaque instant, on t'oublie. La peur que ta valeur se mesure uniquement à ce que tu apportes aux autres. Alors tu continues à courir, à répondre, à être présent, même quand tout en toi supplie pour une pause. Il y a une scène qui se répète dans ta vie, encore et encore. Quelqu'un te demande un service, une faveur, un moment de ton temps. C'est la 5e fois cette semaine. Tu es fatigué, tu avais prévu autre chose, mais tu dis oui, encore. Et dans ce oui automatique, dans cette acceptation immédiate, tu transmets quelque chose de puissant. Tu enseignes aux autres comment te traiter. On ne parle jamais assez de ça. De la façon dont nos comportements deviennent un langage silencieux que les autres apprennent à lire et à exploiter. Pas nécessairement par malveillance, simplement parce que c'est humain de s'adapter aux limites qu'on nous montre.
Et quand tu ne montres aucune limite, quand tu absorbes tout sans jamais dire stop, tu crées un précédent dangereux. Imagine ça comme une négociation invisible qui se joue à chaque interaction. L'autre personne teste consciemment ou non jusqu'où elle peut aller. Et toi, par tes réactions, tu définis les règles du jeu. Quand tu acceptes d'être appelé à minuit pour des urgences qui n'en sont pas vraiment. Quand tu laisses se passer des commentaires qui te blessent sans rien dire. Quand tu continues à donner alors que tu n'as plus rien à offrir. Tu écris un manuel d'instruction. Voilà comment on peut me traiter. Le plus ironique, c'est que tu crois faire preuve de force. Tu penses montrer ta capacité à encaisser, ta résilience, ta bonté. Mais ce que les autres perçoivent, c'est tout autre chose. Ils voient quelqu'un sans frontières claires. Quelqu'un qui ne sait pas défendre son espace. Quelqu'un sur qui on peut compter pour toujours céder. Et attention, ce n'est pas un jugement moral sur les personnes autour de toi. La plupart ne réalisent même pas ce qui se passe. Ils ont juste intégré une dynamique. Avec cette personne, je n'ai pas besoin de faire attention. Elle dira toujours oui. Elle ne se mettra jamais en colère. Elle comprendra toujours. C'est devenu une habitude relationnelle. Pense à cette amie qui t'appelle uniquement quand elle a un problème, ou ce collègue qui te délègue systématiquement ses tâches les moins intéressantes, ou ce membre de ta famille qui s'attend à ce que tu sois toujours celui qui organise, qui se déplace, qui fait l'effort. Ils agissent ainsi parce que tu leur as montré, répétition après répétition, que c'était acceptable. Le message que tu envoies sans le savoir, c'est « Mon temps n'a pas autant de valeur que le vôtre. Mes besoins peuvent attendre. Mon confort est innégociable. » Et progressivement, imperceptiblement, ce message s'installe comme une vérité dans tes relations. Les gens commencent à te voir à travers ce prisme. Tu deviens le plan B, la roue de secours, la personne chez qui on débarque sans prévenir parce qu'on sait que tu vas accueillir. Ce qui est fascinant et tragique à la fois, c'est que plus tu envoies ce message, plus il devient difficile de le changer. Parce que les autres se sont habitués à cette version de toi. Ils ont construit leur propre confort sur ta flexibilité infinie. Alors quand tu commences enfin à poser des limites, ça crée un choc. On te trouve changé, distant, moins sympa qu'avant. Mais tu n'as pas changé. Tu as juste arrêté de mentir sur ce que tu peux supporter. Tu as cessé de prétendre que tout va bien quand tout va mal. Tu as commencé à respecter ce que ton corps et ton esprit te hurlent depuis longtemps. Il y a aussi un autre message que tu envoies, plus subtil encore. En acceptant l'insupportable, tu montres que tu ne te considères pas comme prioritaire dans ta propre vie. Et si toi-même tu ne te traites pas comme une priorité, pourquoi les autres le feraient-ils? C'est une logique implacable. Les gens reflètent souvent le respect que tu as pour toi-même. Pense aux relations où tu te sens vraiment considéré. Celles où on te demande ton avis avant de décider, où on vérifie que tu es disponible avant de planifier, où on s'excuse sincèrement quand on a dépassé les bornes. Ces relations existent parce que, dès le début ou à un moment donné, tu as établi que tu comptais, que ton confort importait, que tu n'étais pas juste un figurant dans ta propre vie. Le message que tu veux envoyer désormais, c'est différent. C'est un message de dignité tranquille. Pas besoin de crier, de claquer des portes, de faire des déclarations dramatiques, juste commencer à agir d'une manière qui dit « Je me respecte, mon énergie a de la valeur, mon temps est précieux, et j'attends qu'on le reconnaisse. » Non, 3 lettres, un seul mot. Et pourtant, c'est probablement le mot le plus difficile à prononcer quand tu as passé ta vie à dire oui. Ce non reste coincé dans ta gorge, comme s'il portait en lui toutes les catastrophes possibles. La déception dans les yeux de l'autre, la distance qui pourrait s'installer, le risque d'être jugé comme quelqu'un d'égoïste, d'insensible, d'indifférent. Mais laisse-moi te raconter quelque chose. Chaque fois que tu dis oui, alors que tout en toi hurle non, tu trahis quelqu'un d'important, toi. Tu envoies à ton propre système un message dévastateur. Ce que je ressens n'a pas d'importance. Mes limites sont négociables.
Mon inconfort est le prix à payer pour être aimé. Tu te souviens de la dernière fois? Cette invitation à laquelle tu ne voulais vraiment pas aller? Cette demande d'aide qui arrivait au pire moment? Ce projet supplémentaire qu'on t'a proposé alors que tu croulais déjà sous le travail? Tu as dit oui. Puis tu as passé les jours suivants avec une boule au ventre, à regretter ta décision, à te sentir piégé par ta propre incapacité à refuser. Le problème, c'est qu'on t'a appris que les limites étaient une faiblesse, qu'une personne vraiment généreuse ne compte pas, qu'un ami véritable est toujours disponible, qu'être aimable signifie dire oui à tout. Mais personne ne t'a dit que cette logique te viderait complètement. Personne ne t'a prévenu que tu finirais par ne plus reconnaître ta propre vie, tellement elle serait remplie des priorités des autres. Dire non, ce n'est pas construire des murs. Ce n'est pas rejeter les gens. Ce n'est pas devenir froid ou distant. C'est simplement établir où tu termines et où l'autre commence. C'est créer un espace respirable entre toi et les demandes constantes du monde extérieur. C'est reconnaître que ton énergie n'est pas un puits sans fond dans lequel tout le monde peut puiser à volonté. Écoute bien ça. Une limite bien posée protège la relation au lieu de la détruire. Parce que quand tu acceptes quelque chose que tu ne veux pas faire, tu le fais avec ressentiment. Tu es physiquement présent mais mentalement absent. Tu donnes, mais ton cœur n'y est pas. Et l'autre le sent. Ce faux oui crée plus de distance qu'un vrai non. Imagine la différence entre ces deux scénarios. Scénario 1. Ton ami te demande de l'aider à déménager samedi. Tu es épuisé, tu avais prévu de te reposer, mais tu dis oui. Tu passes la journée à porter des cartons en soupirant intérieurement, en regardant l'heure, en comptant les minutes avant de pouvoir partir. Ton ami sent ton malaise, mais n'ose rien dire. La journée est lourde, tendue, inconfortable pour vous deux. Scénario 2. Même situation, mais cette fois tu dis simplement « Je suis vraiment désolé, mais je sors d'une semaine difficile et j'ai vraiment besoin de ce samedi pour récupérer. Je peux t'aider dimanche après-midi si ça marche pour toi. » Ton ami comprend, trouve une autre solution pour le samedi ou accepte ta proposition pour le dimanche. Et quand tu viens l'aider, tu es vraiment présent, disponible, de bonne humeur. La relation en sort renforcée. Tu vois la nuance ? Le non n'a pas détruit le lien, au contraire, il a créé les conditions pour que ton oui, quand il arrive, soit authentique et puissant. Mais soyons honnêtes, dire non va te demander de traverser un inconfort majeur au début, parce que tu vas te heurter à la culpabilité. Cette voix dans ta tête qui te dira « Tu es horrible, cette personne compte sur toi. Comment peux-tu être aussi égoïste ?» Cette culpabilité n'est pas un signe que tu fais quelque chose de mal. C'est juste l'écho de tes vieilles habitudes qui résistent au changement. La culpabilité diminue avec la pratique. Au début, dire non te semblera insurmontable, puis difficile, puis inconfortable, puis normal. Et finalement, tu te demanderas comment tu as pu vivre autrement. Tu réaliseras que les personnes qui t'en veulent, parce que tu poses des limites, sont exactement celles qui profitaient de ton absence de limites. Les vraies relations survivent à tes non. Mieux encore, elles s'améliorent. Parce que les gens qui t'apprécient vraiment respectent ton besoin de préserver ton énergie. Ils ne veulent pas que tu te sacrifies pour eux. Ils veulent ta présence authentique, pas ta présence forcée. Et puis il y a quelque chose de magique qui se produit quand tu commences à dire non aux choses qui t'épuisent. Tu libères de l'espace pour dire oui aux choses qui te nourrissent. Tout ce temps que tu passais dans des obligations qui te vidaient devient disponible pour ce qui compte vraiment pour toi. Tes projets, tes rêves, ton repos, ta joie. Dire non, c'est dire oui à toi-même. C'est reconnaître que tu as le droit d'exister en dehors de ton utilité pour les autres. C'est comprendre que ta valeur ne se mesure pas à ta capacité à te plier aux demandes d'autrui. Tu sais ce qui est étrange ? Quand tu commences à te respecter, certaines personnes disparaissent. Pas avec fracas, pas avec des disputes mémorables ou des explications dramatiques. Non, elles s'éloignent doucement, comme des ombres qui reculent quand la lumière arrive. Et au début, ça fait mal, vraiment mal.
Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Pourquoi cette personne ne t'appelle plus comme avant? Pourquoi ses amis semblent moins enthousiastes à l'idée de te voir? Pourquoi ces relations qui te semblaient désormais solides se fragilisent dès que tu cesses d'être disponible 24 heures sur 24? Et là, tu comprends quelque chose de brutal. Ils n'étaient pas là pour toi. Ils étaient là pour ce que tu leur apportais. C'est une pilule amère à avaler, admettre que certaines présences dans ta vie étaient conditionnelles, qu'elles reposaient sur un échange inégal où tu donnais beaucoup et recevais peu, que ton rôle se limitait à être une solution, un soutien, un service. Pas un être humain complet avec ses propres besoins et fragilités. Regarde cette amitié qui s'est effilochée, celle où tu étais toujours celui qui proposait de se voir. Qui envoyait le premier message? Qui faisait les efforts pour maintenir le lien? Quand tu as arrêté d'initier, qu'est-ce qui s'est passé? Le silence. Un silence révélateur qui dit tout ce que tu avais besoin de savoir sur la nature réelle de cette relation. Ou pense à cette personne qui te contactait uniquement quand elle avait besoin de quelque chose. Un conseil, un service, une oreille attentive pour ces drames récurrents. Mais quand tu as mentionné que toi aussi tu traversais une période difficile, sujet changé, conversation écourtée, message laissé en vue, l'intérêt s'est évaporé dès que tu n'étais plus dans le rôle du sauveur. Ce tri qui s'opère naturellement n'est pas une punition, c'est une clarification. C'est la vie qui fait le ménage pour toi, qui retire les relations qui ne te servaient pas, qui libère de l'espace pour ce qui compte vraiment. Mais sur le moment, ça ne ressemble pas à une libération. Ça ressemble à de la solitude, à de la perte, à de l'échec. Tu peux te sentir coupable, comme si c'était ta faute si ces gens s'éloignent, comme si en posant des limites, tu avais brisé quelque chose de précieux. Mais retourne la question un instant. Est-ce que c'était vraiment précieux si ça ne pouvait exister que dans ton sacrifice constant? Est-ce que c'était vraiment de l'amitié, si elle dépendait de ton effacement? La vérité, c'est que tu n'as rien détruit. Tu as juste retiré les échafaudages que tu avais construits pour maintenir debout des structures qui ne tenaient pas toutes seules. Et quand les échafaudages disparaissent, on voit ce qui reste réellement. Parfois c'est solide. Parfois ça s'écroule. Ce n'est pas ton échec, c'est juste la réalité qui se révèle. Il y a aussi ceux qui réagissent avec surprise ou contrariété quand tu changes. Tu n'es plus comme avant, tu es devenu distant, on ne te reconnaît plus. Ces phrases qui semblent te reprocher ta transformation. Mais décrypte ce qu'ils disent vraiment. Tu ne te plies plus à ma volonté aussi facilement, tu n'es plus aussi manipulable, tu me compliques la vie parce que maintenant je dois tenir compte de tes besoins aussi. Ce n'est pas toi qui as changé négativement. C'est eux qui perdent les avantages qu'ils avaient dans la version précédente de votre relation. Et leur inconfort face à ce changement en dit long sur la nature de ce qu'ils cherchaient chez toi. Maintenant, parlons de ce qui reste. Parce qu'il y en a. Des personnes qui non seulement comprennent tes nouvelles limites, mais les respectent. Des relations qui s'adaptent naturellement à ta transformation. Des liens qui se renforcent précisément parce que tu es devenu plus authentique. Ces personnes-là ne se vexent pas quand tu dis non. Elles n'interprètent pas ton besoin de temps pour toi comme un rejet. Elles ne disparaissent pas quand tu cesses d'être utile. Elles sont là dans tes moments de joie comme dans tes moments de vulnérabilité. Elles te voient comme un être humain complet, pas comme une fonction à remplir. Et tu remarques quelque chose d'extraordinaire. Ces relations demandent moins d'énergie. Pas parce qu'elles sont superficielles, mais parce qu'elles sont équilibrées. Tu n'es pas seul à porter le poids du lien. L'effort est partagé. La réciprocité existe réellement. Tu peux te reposer sur ces personnes comme elles se reposent sur toi, sans que personne ne s'épuise. Ce tri naturel te fait aussi découvrir une qualité de présence nouvelle. Quand tu n'es plus dispersé entre 10 relations toxiques qui te drainaient, tu peux vraiment être là pour les quelques-unes qui comptent.
Tu as l'énergie pour approfondir, pour être présent authentiquement, pour construire quelque chose de durable. Alors oui, ta liste de contacts diminue peut-être, tes soirées sont peut-être moins remplies, ton téléphone sonne peut-être moins souvent. Mais regarde la qualité de ce qui reste. Regarde la paix que tu ressens quand tu passes du temps avec ces personnes. Regarde comme tu n'as plus besoin de porter un masque ou de jouer un rôle.